Bonjour à vous toutes et tous. Merci de votre fidélité pour cette sixième étape de notre cycle de conférences Un conseiller interroge les sociétés de gestion. Alors aujourd'hui, on a un sujet particulièrement intéressant et technique, puisque on va aborder deux approches un peu différentes de ce qu'on voit habituellement, puisqu'on a d'un côté, on va traiter d'une problématique multistratégie crédit, et puis de l'autre, on va adresser une problématique private equity thématique en co-investissement. Alors pour ce faire, comme c'est un sujet très technique, on s'est permis de demander à Cédric Marc de bien vouloir animer les débats. Merci à toi Bonjour. Cédric, donc, qui est le gérant bien sûr bien connu de Patrimonio Finance. Et il a demandé à Yann Loin, qui est le directeur commercial de Pictet AM France, de venir nous parler de leur fonds Pictet en co-invest, qui viendra élaborer toute leur stratégie autour de l'environnement, très intéressant. Et puis à Geoffrey Zurda, qui est le directeur, alors vous ne connaissez peut-être pas encore cette société de gestion, mais elle arrive, elle pointe le bout de son nez auprès des conseillers en gestion de patrimoine maintenant, qui est le directeur général de Cigogne Management. C'est bien pour des Alsaciens, hein, pour nous, donc d'avoir un beau nom comme ça. Geoffrey viendra parler de son fonds. Et puis, il sera accompagné par Romain Gobert, que vous connaissez aussi, qui est le directeur commercial de la Française AM, sur la partie distribution externe. Voilà, Bonjour moi j'ai Pascal. fait les premières présentations. Maintenant, je vais laisser la main à Cédric, qui va animer ce débat. Déjà, il faut Ah qu'on oui, mais moi, commence. je suis très rapide, moi. Bon, super. Bon, en tout cas, bienvenue à tous. Merci Romain, Yann et Geoffrey d'avoir bien voulu participer à cette conférence parce que je trouve que cette thématique, elle est particulièrement d'actualité parce que comme vous le savez, et d'ailleurs, sincèrement Pascal, merci d'avoir osé 3 semaines en avance pu organiser une thématique sur un spectre aussi large, compte tenu, de l'élection américaine, vous le savez, de l'émergence d'un bloc dorénavant de pays non alignés qui ne reconnaissent pas les valeurs de l'Occident, compte tenu aussi du contexte géopolitique, budgétaire en Europe et quatrième point des guerres à travers le monde. Je trouve que c'était intéressant de pouvoir ce matin parler d'actifs décorrélants et d'actifs diversifiants. Par décorrélant, moi j'ai envie de mettre ce mot-là sur la gestion de Cigogne, qui est un fonds qui, on verra, se nourrit de la volatilité, et qui est spécialisé dans la gestion alternative crédit au niveau mondial. Et par diversifiant, eh bien, Pictet, qui est très connu pour ses deux expertises, c'est-à-dire thématiques et non cotées, viendra nous parler d'actifs longs. Et je trouve que dans le contexte actuel, ça a tout à fait du sens dans l'allocation d'actifs de nos clients. Alors, sans plus tarder, Romain, bonjour. Bon, Bonjour Cédric. Bon, alors, notre conférence, elle vient suite à une conférence que vous avez organisée à Patrimonia et où on a pu découvrir effectivement les avantages et la pertinence de l'offre de Cigogne. Est-ce que vous pouvez nous dire, Romain, en termes d'organisation au sein de la Française, comment ça se passe et quelle est la structuration des marques à destination des conseillers? Alors, tout à fait. Merci Cédric de nous accueillir. C'est vrai que la Française a pas mal évolué ces derniers mois, puisque le groupe La Française, comme vous le savez, on est la société de gestion du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Aujourd'hui, on gère un peu plus de 152 milliards d'encours sous gestion. Et dans ces 52 milliards, en fait, nous allons être la plateforme de distribution de 5 sociétés de gestion. Donc, on va retrouver évidemment les fonds de la Française, puisque la Française a fusionné avec Crédit Mutuel Asset Management. Donc, aujourd'hui, vous allez retrouver les fonds, notamment Crédit de la Française et notamment notre gamme de fonds à échéance. Mais pas que, puisque effectivement, Crédit Mutuel Asset Management gère à peu près 95 milliards.
Donc, on va développer aussi bien une gamme equity qu'une gamme crédit. Et puis, on a plusieurs filiales qui sont notamment BLI, donc qui est la société de gestion de la Banque du Luxembourg, qui gère aujourd'hui 14 milliards. Évidemment, la française REM, donc tout ce qui est lié à l'immobilier, où on gère un petit peu plus de 29 milliards. Et évidemment, l'activité qu'on va présenter et l'expertise qu'on va présenter aujourd'hui avec Geoffrey, c'est Cigogne Management, qui est une société de gestion et la gestion alternative de crédit mutuel, si je puis dire, avec 1,4 milliard sous gestion, et notamment sur l'aspect crédit, parce que c'est de la gestion alternative crédit. Donc, on va le voir un peu plus en détail, mais effectivement, on va évoquer ces sujets-là aujourd'hui. Et nous sommes en train de créer une offre dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine et à tout le retail aujourd'hui, avec également peut-être aussi une offre à terme sur tout ce qui est la dette privée. Mais voilà, on va avoir du côté, du non-côté, un petit peu de tout au sein de la française, et on va essayer de créer une offre adéquate pour les conseillers en gestion de patrimoine. Donc, ce qui veut dire, donc, Romain, ce que l'on doit retenir, c'est que dorénavant, la Française au sens large, c'est une plateforme avec différentes, je dirais, stratégies dans lesquelles on va pouvoir piocher pour l'allocation d'actifs de nos clients. Absolument. Geoffrey, vous êtes le directeur général de Cigogne Asset Management. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler un peu plus de ce que c'est que Cigogne, la taille, d'où ça vient, et puis les principales typologies je dirais, de votre gestion? Alors bonjour Cédric et merci de nous accueillir. Alors, Romain m'a un peu piqué mon introduction, mais je vais essayer de la reprendre. Donc on gère effectivement 1,4 milliard et parmi toutes les briques qu'a présenté Romain, vous avez compris qu'on était la brique de gestion alternative dans cette panoplie de solutions d'investissement qui sont désormais proposées par la Française. On a une expertise d'une 20aine d'années en gestion alternative. C'est un petit hasard du calendrier, mais on fêtera cette semaine, dans 2 jours, nos 20 ans, les 20 ans de la société de gestion. Donc, merci à Pascal d'avoir organisé cette conférence aujourd'hui avec ce timing très précis. Et effectivement, une idée, je dirais, qui est née dans le début des années 2000, fort, je dirais, d'un savoir-faire d'une 15aine d'années dans les activités de marché de la banque, qui travaille pour compte propre depuis le début des années 90. On s'est rendu compte qu'on avait un track record long et durable et robuste, et on s'est dit, tiens, mais pourquoi on ne proposerait pas ce savoir-faire-là à nos clients? Donc effectivement, c'est comme ça qu'est née l'idée de créer cette société de gestion pour faire profiter nos clients du savoir-faire en gestion alternative du groupe Crédit Mutuel CIC. Et notamment, alors, je cite bien le CIC parce que pour les plus anciens d'entre vous, vous savez que cette expertise, elle est vraiment née au sein des activités de marché du CIC. Donc ce qui est proposé à travers cette société de gestion Cigogne Management, c'est de profiter de l'expertise en gestion alternative du groupe et donc différentes solutions d'investissement. Alors, on va se focaliser aujourd'hui sur les thématiques du crédit, mais on a toute une panoplie de fonds de gestion alternative. On ne couvre pas tout le segment de la gestion alternative, mais on couvre quand même un large spectre. Ça va des stratégies de taux, stratégies de crédit, jusqu'à des stratégies actions, avec notamment des activités, par exemple, de fusion-acquisition, qui ont été très à la mode dans les années, on va dire, 2015 à 2020, peut-être un petit peu plus en retrait aujourd'hui, mais néanmoins, ça fait partie de notre gamme d'investissement. Alors aujourd'hui, on parlera un petit peu plus des stratégies de crédit, et j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Eh bien, en tout cas, merci par avance, Geoffrey, de nous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est pertinent de s'y intéresser. Yann Loin, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette notion de co-investissement dans le cadre d'actifs non cotés? Oui, alors merci beaucoup Cédric pour votre invitation. Alors c'est vrai que le co-investissement, c'est un terme un petit peu nouveau pour l'environnement des conseillers en gestion de patrimoine. Le co-investissement, c'est une manière d'investir dans le private equity, c'est-à-dire que nous allons investir aux côtés d'investisseurs institutionnels et en sélectionnant les GPs, ce qu'on appelle les GPs, les General Partners, donc c'est-à-dire les principaux investisseurs aux 4 coins de la planète qui ont une spécificité sectorielle et que l'on va qualifier pour investir à leur côté sur des dossiers d'investissement. L'idée de Pictet, ça a été de créer un fonds de co-investissement à destination des conseillers en gestion de patrimoine. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que nous savons faire chez Pictet puisque nous avons initié
cette expertise-là il y a une trentaine d'années. Nous gérons aujourd'hui environ 27 milliards d'euros d'actifs dans l'environnement du private equity et nous avons déjà initié plus de 300 deals chez Pictet, 141 ont déjà été réalisés. Et l'idée, c'était de proposer aux conseillers en gestion de patrimoine un fonds d'actifs non cotés le plus diversifié possible. Là, l'idée, c'est de bâtir une stratégie avec 20 à 25 deals de co-investissement, mais quelque part en conservant aussi cette capacité à être très sélectif et à réduire un maximum le nombre de positions au sein d'un univers qui est international et dans lequel nous gravitons avec plusieurs GPs que nous avons sélectionnés. L'avantage de Pictet Asset Management, c'est que nous siégeons au conseil de surveillance de beaucoup d'entre eux. On peut évoquer des noms comme Carlyle, comme Latour, comme KKR. Et donc, nous avons cette expertise avec un track record qui est plutôt très bon et une équipe de 21 personnes qui sont aux manettes et qui ont déployé ces stratégies-là au travers de différentes stratégies, notamment sous l'ombrelle Monte-Rosa chez Pictet, et qui ont une expertise qui est plutôt très bonne et un parcours de performance également excellent. Eh bien, merci pour cette rapide présentation. Geoffrey, rentrons dorénavant dans le vif du sujet. Quelles sont les spécificités particulières de l'approche du fonds Crédit Opportunité? Alors effectivement, c'est la thématique qu'on souhaite mettre en avant parce qu'on considère qu'il y a énormément d'opportunités aujourd'hui sur tout le segment du crédit. Et l'approche qu'on a voulu mettre dans ce fonds Credit Opportunities, presque tout est résumé dans le nom. C'est l'idée de profiter des opportunités offertes par les marchés du crédit avec une approche multistratégie. Donc les stratégies qu'on va retrouver par exemple dans ce segment-là vont être des stratégies d'arbitrage, de relative value sur le segment du crédit. Donc ça va être un papier contre un autre papier, un papier contre son CDS de référence, un single name contre son indice, un indice contre des tranches d'indices. Donc on va couvrir tout un pan d'arbitrage de spécialité de crédit. Donc ça, c'est la première brique, on va dire, qui va composer ce portefeuille. Une de nos autres expertise historique, c'est l'arbitrage d'obligations convertibles, où là, classiquement, on va être long des obligations convertibles versus leurs actions de référence, avec l'idée d'arbitrer les différences de vitesse d'ajustement entre le produit pur convertible versus son risque associé, c'est-à-dire le risque action qui va y être associé. Et puis, en complément, on va ajouter encore quelques spécialités ou quelques stratégies un petit peu satellites. Là, aujourd'hui, on a par exemple un segment de l'arbitrage sur les émetteurs souverains qui trouve tout son sens avec toute la volatilité qu'on voit sur les émetteurs souverains, le creusement des déficits, les politiques également monétaires des banques centrales qui impactent bien évidemment tout ce segment de la dette souveraine. Et puis, quelques petites stratégies satellites de type global macro, on fait un petit peu de titrisation également. Donc vous voyez qu'on a une approche très diversifiée, une approche très multistratégie à travers un seul et même véhicule. Donc ce n'est pas un fonds de fonds, c'est vraiment un fonds à l'approche multistratégie qui se veut dynamique avec un taux de rotation très important du portefeuille et j'aime bien le préciser aussi avec une couverture géographique qui est mondiale. L'approche, elle est vraiment opportuniste. Ça veut dire que selon les opportunités, selon les configurations de marché, on va pouvoir aller déployer le capital en Europe, aux US, en Asie, voire sur les pays émergents, selon les configurations de marché, selon les opportunités qui vont se présenter. Ce que j'entends, donc, ça peut être donc des titres privés, des titres publics, quelle que soit la couverture sociale. Vous pouvez travailler sur des CDS, d'accord, acheter et vendre. Donc un vrai fonds d'arbitrage de crédit. Alors tout à fait, c'est vraiment un fonds pur d'arbitrage sur lequel on va associer plein de techniques de gestion. Évidemment, quand on parle d'une stratégie d'investissement chez nous, c'est la combinaison de plusieurs instruments, c'est un papier contre ces différentes couvertures. Ça va être effectivement, comme vous l'indiquiez Cédric, sur tout type d'émetteur. Je vais presque envie de dire qu'on ne s'interdit rien. Ça va aller de la plus haute qualité de crédit jusqu'à des moins bonnes. On peut avoir par exemple des émetteurs émergents. Et puis là également, sur une couverture très large au niveau mondial. Moi, ce que je trouvais intéressant, en fait, je dirais, dans l'approche, c'est que depuis 3 ans, on a parlé beaucoup d'obligations, on était sur des stratégies de portage, où on était, et on jouait à terme la baisse des taux. Alors, la baisse des taux, elle n'est pas terminée, mais je trouve que dans l'univers actuel, compte tenu de la volatilité qui va se créer, probablement, un fonds qui va être générateur d'une manière régulière de performance, quelle que soit la stratégie. Est-ce que je dois comprendre que votre fonds, Geoffrey, c'est un fonds où on va chercher des centimes tous les jours, quelle que soit la stratégie? L'idée, c'est d'avoir une incrémentation régulière de la performance par des dizaines de stratégies quotidiennes?
Alors effectivement, hein, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on est un peu des besogneux de la finance, puisqu'on est là pour gratter quelques centimes sur chacune de nos stratégies de valeur relative. Et je dirais que c'est le cumul de chacune de ces stratégies qui va faire la performance globale, avec un objectif, effectivement, comme vous l'indiquez, c'est d'aller chercher des performances régulières de l'ordre de... Alors voilà, pour l'objectif de ce fonds-là, on va être sur un objectif de l'ordre de monétaire plus 2 à 3%, avec une volatilité qui doit être encadrée. C'est ce que l'on attend et ce qu'on recherche dans la gestion alternative, c'est cet aspect décorrélant par rapport aux autres classes d'actifs. Et donc, voilà, je le dis souvent à nos clients, notamment de banques privées, on n'est pas là pour cannibaliser des portefeuilles, on est là pour venir en complément, en complémentarité, parce qu'avoir un pan de son actif en gestion alternative et donc en actifs diversifiés, ça trouve tout son sens, notamment dans le contexte que vous citiez en introduction. Romain, vous nous direz, s'il vous plaît, le SRRI de ce fonds, puisque si on va chercher monétaire plus 2 ou plus 3, vous pourrez, s'il vous plaît, nous dire d'ici la fin de la réunion. Bien sûr. Yann, lorsqu'on parle de co-investissement, en fait, quelles sont les particularités je dirais, de Pictet? Alors, le fonds s'appelle Pictet thématique Private Equity Environment et Co-investissement Fund. Donc, en fait, c'est quoi le concept? Donc, c'est un fonds de private equity mélangé à un fonds de thématique? Oui, effectivement. Alors, l'idée, c'était initialement de réunir les deux principales expertises de Pictet, à savoir la gestion thématique, côté qui est bien connu, avec des stratégies sur l'eau, sur le bois, sur les énergies renouvelables, sur la nutrition, et une expertise qui a été bâtie, un collège de recherche également. La sécurité, le digital. Exactement. Alors là, on sort un petit peu de la thématique environnementale, mais c'est vrai que nous avons noué des liens assez particuliers chez Pictet avec différents instituts de recherche, hein, que ce soit l'Institut de résilience de Stockholm, que ce soit l'Université d'Oxford. Et nous avons développé énormément de savoir, en tout cas de matière en la matière. Et c'est vrai que nous avons souhaité marier cette expertise avec la gestion de non-cotés, qui est également extrêmement efficace, hein, chez Pictet. L'idée était de bâtir une stratégie d'investissement sur la thématique environnementale, parce que nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui restaient dans l'univers du non-coté, qui ne souhaitaient pas forcément intégrer la cote. Et aujourd'hui, typiquement aux États-Unis, lorsque l'on étudie le segment environnemental, il y a à peu près 85% des entreprises qui génèrent plus de 100 millions de revenus qui sont toujours non cotées. Donc il y a une profondeur de marché qui est bien plus importante qu'il y a quelques années. Nous avons cette expertise chez Pictet à la fois sur la thématique environnementale et dans l'univers non coté, et avec un spectre assez large. Nous avons cette capacité à bâtir une stratégie d'investissement de par les relations que nous avons initiées avec différents général partners à travers le monde, et de par également l'expertise que nous avons, parce que nous avions déjà initié des deals dans le segment environnemental au travers d'autres stratégies, et les gérants ont cette capacité également à approfondir le sujet avec notamment des partenariats qui ont été noués avec différents acteurs, alors principalement dans le buy-out, hein, parce que le fonds aura plutôt cette vocation à être plutôt sécuritaire, conservateur, avec des entreprises déjà matures. Et nous souhaitons également nous positionner sur une thématique qui est source d'innovation, et généralement dans cet environnement, l'innovation est générateur de surperformance. Est-ce que je dois comprendre que c'est un fonds mondial ou limité uniquement à la zone euro? Alors, c'est un fonds mondial. Bon, ça, c'est bien. Le fonds sera diversifié, donc principalement sur les États-Unis et l'Europe. Nous excluons la Chine pour des raisons ESG dans ces stratégies. Et l'avantage, hein, c'est vraiment cette diversification à la fois donc, en termes de GPs, en termes de partenaires avec lesquels nous allons intervenir et investir sur les différents dossiers d'investissement, diversification géographique également, et puis diversification en matière d'approche, puisque de fait des relations que nous avons avec ces différents GPs, nous allons aussi sélectionner les acteurs qui sont spécialisés sur une thématique, et parfois dans une industrie toute particulière. Les entreprises avec lesquelles nous travaillons ont déjà mis en place des managements dans certaines entreprises, ont déjà acheté des dossiers d'investissement, enfin des dossiers dans le même secteur d'activité. Donc, ils ont cette connaissance toute particulière et cette capacité également à influer les managements et donc à redynamiser parfois les entreprises. Et c'est ce qui est également très important. Donc, par rapport je dirais, au secteur thématique clé, est-ce que on peut en citer quelques-uns, parce que le spectre de l'environnement est large. Est-ce que
Oui, alors l'idée, hein, c'était vraiment d'aborder la thématique avec une vision extrêmement large. Donc, nous partons typiquement hein, de segments assez clés comme la réduction des gaz à effet de serre, en passant par l'économie circulaire, les technologies habilitantes, la consommation durable. Il y a 5 segments, hein, le dernier étant la lutte contre la pollution. Mais l'objectif était véritablement de ne pas se limiter et de travailler avec des entreprises aussi bien, et c'est le cas d'ailleurs du premier deal hein, qui a été acté, dans le prévisionnement de besoins énergétiques pour optimiser également le business model des centrales déployées, donc principalement des centrales solaires et des centrales éoliennes, tout comme des entreprises qui œuvrent dans la désalinisation des eaux, par exemple, ou encore dans des technologies plus précises d'économie circulaire et de transformation de produits existants en composants utilisés par l'industrie. Donc, c'est vraiment assez large en termes de thèmes d'investissement. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça répond souvent à des problématiques que l'on rencontre dans le monde du côté. Typiquement, nous avions investi il y a quelques années dans une entreprise qui s'appelle Fermat, qui est une entreprise française qui transforme les anciennes pales d'éoliennes qui sont utilisées en proxy d'aluminium. Et ces technologies, ces innovations permettent aussi de répondre à des problématiques que l'on a rencontrées dans la gestion cotée, au travers d'une stratégie comme Clean Energy, par exemple, et pour laquelle, effectivement, il y avait beaucoup d'ambition dans l'éolien. Il y avait beaucoup de progrès techniques que nous constations. En revanche, il y avait ces désagréments, et notamment le non-recyclage des pales d'éoliennes. Et aujourd'hui, grâce à des innovations que nous trouvons dans l'univers non coté, nous arrivons aussi à répondre à ces problématiques-là. Okay. Geoffrey, dans votre fonds Create Opportunities, en fait, comment s'organisent, je dirais, les différentes stratégies au sein du fonds, et quand est-ce que vous arbitrez une stratégie? Alors, je crois qu'on l'a déjà dit en introduction et on l'a répété au cours de la présentation. Nos stratégies se nourrissent d'éléments de volatilité. Hein. C'est clairement dans ces périodes-là que l'on construit les performances futures. C'est un adage assez régulier de la gestion alternative, hein, c'est de dire qu'elle se nourrit des périodes de volatilité. Et donc, c'est dans le contexte actuel, comme on l'a pu le citer. On risque d'être servi en plus là. Alors, on l'a été sur ces 18 derniers mois et on va continuer de l'être, c'est certain. On le voit, l'élection de Donald Trump a amené certains éléments de volatilité. On se souvient tous que dans sa première élection, le moindre tweet qu'il pouvait faire pouvait secouer les marchés. Donc, la volatilité, on en a eu et on va encore en avoir, hein, notamment avec on a parlé de guerre tout à l'heure. Il y a plein de conflits dans le monde qui sont loin d'être réglés, si ce n'est qu'il y en a d'autres qui vont peut-être se lancer avec cette élection de Donald Trump. Donc, effectivement, des éléments de volatilité, on va en avoir, et c'est clairement l'élément déclencheur, souvent, des stratégies de gestion alternative, parce que c'est dans ces périodes, je dirais, de risques un petit peu exacerbés que les comportements des investisseurs vont être accentués. C'est là que les opportunités d'arbitrage vont apparaître. On parle souvent de dislocation de marché, et c'est dans ces moments-là que les stratégies vont apparaître. Ce que je voudrais quand même ajouter par rapport à cela, c'est que l'approche, elle se veut qualitative. C'est-à-dire que derrière chacune des stratégies, et même si on se nourrit, bien évidemment, d'éléments quantitatifs, hein, dire qu'il y a des éléments qui vont clignoter quand il y a des niveaux qui vont être atteints, c'est toujours un homme derrière une stratégie. Toujours une analyse qualitative derrière chacune des stratégies. Et voilà, on a cette prétention-là de se dire, il y a toujours quelqu'un qui a un avis qualitatif sur chacune des positions qui va être entrée, comme des stratégies qui va être sortie. Je crois que c'était un petit peu peut-être la suite de votre question. Merci Geoffrey. Yann, comment est-ce que vous arrivez, vous, à sourcer vos différents investissements et comment vous les sélectionnez? Est-ce que je dois considérer que Pictet, c'est un aspirateur à dossier, de par son expérience? Oui, c'est un des grands avantages d'avoir été présent très tôt sur ce marché-là, c'est-à-dire que nous avons travaillé avec ces grands investisseurs. Alors, initialement plutôt en étant investisseurs de leurs fonds, et puis progressivement nous avons noué des liens un petit peu plus forts avec différents investisseurs. Nous siégeons aujourd'hui
au conseil de surveillance de beaucoup d'acteurs investisseurs, hein, typiquement sur les 80 partenaires GPs que nous avons, pour une cinquantaine d'entre eux, nous siégeons au conseil de surveillance. Donc, ce qui nous permet aussi d'être sollicités en priorité lorsqu'il y a des dossiers d'investissement, d'avoir cette capacité d'être très sélectif, parce que c'est aussi l'un des grands avantages du co-investissement, c'est qu'il y a cette double due diligence, c'est-à-dire que l'investisseur majoritaire voilà, va sélectionner le dossier, va le travailler, va le retenir ou non, et derrière nous, parmi tous les dossiers qui nous sont proposés, donc là sur un fonds qui va être composé de 20 à 25 idées d'investissement, nous allons étudier entre 150 et 200 dossiers, et nous allons en retenir qu'une toute petite partie. Donc il y a vraiment ce double filtre qui est extrêmement important, et c'est d'ailleurs rassurant pour les clients en plus. C'est rassurant, et toute la difficulté quelque part, c'est d'être sollicité en tant que limited partner par ces acteurs-là. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, et c'est vrai que le fait d'être piqueté, d'avoir cette capacité aussi à lever des fonds assez rapidement, nous a servi par le passé, et nous a permis d'être plutôt priorisé par ces acteurs-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et autre fait qui est également très important, c'est que nous ne payons pas la recherche de ces GPs. C'est-à-dire que lorsque nous investissons aux côtés de ces investisseurs institutionnels, eh bien, nous ne payons pas tout le travail d'études, d'analyse, de recherche qui a été précédemment fait, et ce qui nous permet aussi d'avoir des stratégies qui sont plutôt de très bonne qualité, avec des frais qui sont très compressés, puisque ne s'appliquent que les frais de gestion appliqués par Pictet. D'accord, on l'abordera avec plaisir tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que, moi, je trouve que c'est intéressant dans votre démarche, c'est que les clients finaux, historiquement, s'ils n'avaient pas ouvert des comptes chez Pictet, c'était compliqué d'accéder à votre stratégie de private equity. Et je trouve que enfin, le fait de proposer à nos clients une stratégie plus ouverte, ça va être effectivement l'opportunité de pouvoir de saisir des opportunités là où on ne pouvait pas y accéder. Geoffrey, concrètement, quels sont les avantages d'intégrer Crédit Opportunité, je dirais, dans l'allocation d'actifs de nos clients aujourd'hui? Ce qu'on recherche, c'est sûr, c'est une décorrélation de la performance par rapport aux classes d'actifs traditionnelles. Dans le contexte actuel où tout le monde a conscience que les marchés d'actions sont un peu hauts et sont très incertains, on sait tous que l'obligataire va vers une baisse des rendements. Avoir cette approche décorrélante et de recherche de performance absolue, quel que soit l'état du monde et l'état des marchés, ça semble trouver tout son sens. Et il n'est pas anodin qu'en ce moment, Romain et moi, ou moi à travers Romain, on soit extrêmement sollicités sur cette thématique-là. On a eu aussi des années un peu plus pauvres, des années où les marchés ont été très anesthésiés par les politiques des banques centrales, ce qui a empêché le déploiement de pas mal de stratégies de valeur relative, on s'en souvient bien. Aujourd'hui, les moteurs de volatilité fonctionnent à plein, et clairement, on a un grand retour sur le devant de la scène de la gestion alternative, et donc beaucoup d'intérêt ou de marques d'intérêt de nos clients. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est une diversification avec un sous-jacent crédit, donc pas action, donc c'est mieux. Bon, Romain, c'est une allocation qui s'inscrit dans un profil prudent, avec un SRI 2, 3. On a un SRI de 3. C'est vrai que dans le contexte actuel, comme vous le disiez, Cédric, je pense que ça prend tout son sens. Être que sur du long only aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec notamment ce qui va se passer sur notamment la baisse des taux. Mais c'est vrai que Geoffrey, et on a la chance de l'avoir au sein de la Française aujourd'hui, apporte quand même une solution assez unique, parce que je crois qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir ce type de stratégie, en tout cas en France, avec une équipe de gestion quand même compétente, parce que on est combien, Geoffrey, sur le fond? J'ai plus en tête, mais on est 5 ou 6 gérants. Voilà, il y a 5 personnes qui travaillent globalement sur le segment du crédit et des convertibles. Donc c'est une expertise qui est longue chez nous, puisque ça fait partie des premiers desks qu'on a lancés en 2004. Et effectivement, on revendique une expertise assez longue, puisque à travers nous, il y a également toutes les équipes du CIC Marché qui travaillent depuis une trentaine d'années sur ce segment de l'arbitrage crédit. Si je puis me permettre, Cédric, je rajouterais quand même, parce que Geoffrey est assez humble, mais il faut reconnaître quand même que le fonds a tenu totalement ses promesses.
et notamment sur les performances. Et c'est vrai que très décorrélé, comme le disait Geoffrey, assez décorrélé quand même du marché du crédit, notamment dans les phases beaucoup plus compliquées, sur l'année 2022, comme on le sait tous, où il y a eu une grosse hausse des taux. Et Geoffrey et ses équipes, en tout cas, ont pu avoir une performance plutôt bonne sur ces années-là. Donc, Effectivement, à retenir aussi. Romain, vous avez, Romain, je dirais, comment dire, les performances de ces 3 dernières années Alors, à portée de main, et pendant que vous cherchez, je cherche. Donc, moi, ce que je retiens, donc, c'est que c'est en fait non directionnel, en fait, et peu importe en fait du moment où on investit, puisque comme il y a plein de stratégies tout le temps, il n'y a pas de market timing en fait dans vos stratégies. Tout à fait. C'est exactement ce que veut mettre en avant Romain. Et effectivement, donc le fonds qu'on présente aujourd'hui a 1 an et demi de track record, donc c'est difficile d'établir des performances passées ou de réétablir des performances passées, mais on a un véhicule phare qui est le véhicule Stork Fund. On pourra peut-être dédier une autre session sur ce support-là, qui a bientôt 20 ans de track. Et ce que voulait mettre en avant Romain, c'est que sur l'année 2022, qui est une année très noire pour le crédit, puisqu'on a un écartement des spreads, on a le segment, dire la remontée des taux qui a été très très négative pour tout le segment obligataire. Je dirais notre force, c'est d'être sur des stratégies de valeur relative qui sont couvertes contre le risque de taux, et à travers ce biais-là, on est totalement immunisé des sauts de marché tels qu'on a pu en rencontrer en 2022. Alors ça ne se ressent pas dans la performance de ce support qu'on vous met aujourd'hui en avant, parce qu'il est trop jeune, mais à travers notre track record historique, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait observer. Avec des stratégies qui ressemblent quand même au fond maître. Hein. Et pour vous dire, Cédric, c'est que la performance, notamment en 2022, quand même, de ce fonds-là, a été positive avec sur le crédit, alors qu'on a quand même connu une année du marché du crédit qui était particulière. Et le fonds a fait plus, on était autour de plus là j'ai 1,24 là de performance, mais peut-être tout à fait, que Geoffrey, voilà, performance du fonds donc, sur 2022. Voilà. Oui. Et 23-24, la performance tourne entre 5 et 6%, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. Je vous poserai une question plus tard, Romain, sur l'éligibilité du contrat en assurance vie ou en compte titre, si vous voulez bien, on va en parler. Yann, le fonds Pictet thématique Private Equity, environnement et co-investissement fond, donc c'est un fonds clairement pour privilégier l'investissement long. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser les différentes phases de vie du produit? Oui, effectivement. Alors, oui. Et puis comment on y accède oui, alors c'est un fonds qui effectivement est un fonds qui s'adresse à une certaine population plutôt patrimoniale, puisque le ticket d'entrée est fixé à 100 000 €, même si par rapport à ce qu'on a connu précédemment dans le private equity, les tickets ont été bien baissés. Tout de même, c'est 100 000 € d'investissement minimum. Et effectivement, c'est un fonds. C'est en un coup, Yann, alors, effectivement, nous avons décidé chez Pictet de privilégier le format qu'on qualifie de paid-in, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul appel de fonds pour faciliter la charge administrative des cabinets. Donc, nous appellerons les fonds en une seule échéance. Et puis, il y a ensuite une duration qui est assez longue sur ces stratégies-là, puisque nous allons avoir une période de souscription qui a débuté il y a 2 mois et qui va s'étaler sur 1 année, après laquelle suivra une période d'investissement. Donc, nous investirons les fonds collectés sur une période maximum de 4 ans. Historiquement, nous avons plutôt déployé en 2 ans, 2 ans et demi chez Pictet sur ce type de stratégie d'investissement. Et ensuite commence la vie du fonds avec des premières distributions qui sont anticipées aux alentours de la 4e année, avec historiquement un équilibre qui est trouvé autour de la 6e, 7e année. Alors, un équilibre, c'est-à-dire que les flux qui ont été engagés initialement, le fameux commitment, est absorbé par les premières distributions, c'est-à-dire que le fonds est break-even et que les 6e, 7e, 8e année jusqu'à 10e année sont les années qui génèrent la plus-value, avec cette idée chez Pictet, cet objectif de performance qui est exprimé en multiples, qui est de 2 à 2,5 fois en fonction du véhicule utilisé pour investir dans le produit. Et effectivement, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, donc je mets 100, je retiens qu'à partir de l'année 5 ou 6, en fait, mon capital
il est restitué, il doit être restitué, et qu'au terme du fonds, donc le durée du fonds, c'est 10 ans. Le durée du fonds, 10 ans, prorogeable 3 ans. D'accord. Donc, ce qui veut dire que normalement, compte tenu du fait que vous avez mis, je dirais, l'apport, il est en une fois, la durée de vie du fonds devrait être un petit peu plus courte. Donc, en résumé, je mets 100 aujourd'hui. En année 5 ou 6, je récupère ma mise, et à partir de l'année 6 jusqu'à l'année 10, j'espère avoir la plus-value, donc aux alentours de entre 100 et 150, c'est ça? Voilà, exactement. C'est ce qui est, alors ça, c'est ce qui est objectivé. Historiquement, c'est ce que l'on a réalisé, même un petit peu plus. Mais l'objectif, c'est véritablement celui-ci. On ne communique pas sur les TRI cibles parce que c'est toujours très compliqué de savoir quel sera le TRI en fonction de la date à laquelle nous allons investir, à laquelle nous allons sortir des titres d'investissement, du coût du capital, etc. Il y a beaucoup de variables qui peuvent évoluer au fil des années. Et puis, nous allons distribuer cette stratégie d'investissement au travers d'un feeder qui est un FIPS pour les initiés, qui sera distribué par Private Corner, qui est une société de gestion qui a créé le feeder et qui utilise sa plateforme digitale, qui est d'ailleurs très au point, pour le distribuer auprès notamment des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, si on veut acheter ce fonds-là, en fait, on passe par Private Corner pour accéder à la taille d'un fonds qui est au minimum de 100 000 euros. D'accord. Exactement. Romain, le fonds Crypto Opportunité, il est Opportunity peut-être, ou pas Opportunité, c'est à vous de me dire. Il est éligible sur quelle plateforme, où est-ce qu'il le sera? Alors, actuellement, le fonds est en cours de référencement. On est déjà chez Generali, chez Intential, chez Cardiff et chez Alphéis. Et on est en cours côté Selensia, Norcia, AXA, Viplus. On est en train de le faire référencer un petit peu partout parce que voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment pousser sur toute l'année aussi 2025. Et évidemment, comme vous le savez, les référencements, c'est toujours un peu long avec les demandes de partenaires, avec les réunions de référencement à droite à gauche, c'est forcément un petit peu long, mais on s'y attelle et on essaye de le faire bien. Et c'est vrai que depuis septembre, déjà on a eu déjà les gros, les plus importants assureurs, voilà. Donc on attend AXA et Viplus avec impatience. Mais si on a Generali, Cardiff, AXA et Viplus, déjà ça sera bien, il y aura de quoi faire, je dirais. D'ailleurs, en fait, je demanderai tout à l'heure à Pascal, lorsqu'il nous fera son mot de conclusion, peut-être de nous montrer où est-ce qu'on peut chercher l'information, mais j'invite bien évidemment, les auditeurs présents et futurs, présents qui sont actuellement et futurs à travers les rediffusions, à aller sur le site de Patrimeta parce que en allant directement, vous retrouvez bien évidemment sur ce salon virtuel l'intégralité des informations, des reportings que l'on peut avoir là sur ces fonds-là, mais aussi sur tous les fonds qui sont présentés par la société de gestion. Moi, je voudrais dire en termes de conclusion, ce que je trouve en fait, j'ai le sentiment en vous écoutant que la performance future de l'allocation d'actifs de nos clients, elle va se faire en travaillant les extrêmes. C'est-à-dire, il faut qu'on aille chercher sur la partie défensive une performance décorrélée régulière qui va venir en complément du fonds en euros, de l'obligataire. Et je crois que Romain, vous en avez depuis quelques années beaucoup parlé d'obligataire. Mais là, je trouve qu'on est peut-être, je pense qu'avec ce fonds Crypto Opportunité, on va continuer à surfer la vague d'obligataires dans la poche défensive. Donc ça, je trouve que moi, je trouve que c'est intéressant, je dirais, d'être bon sur cette partie-là. Et à l'opposé, je pense que la performance de nos allocations d'actifs, elle se fait dorénavant sur la poche dynamique. Alors, dans dynamique, qu'est-ce qu'on a? On a les fonds, bien sûr, actions classiques. Certains vont pouvoir investir sur la crypto. Et puis, effectivement, depuis 10 jours, c'est extraordinaire. Mais aussi, je trouve que c'est intéressant, c'est dans les fonds de private equity. Et dans les fonds de private equity, on sait tous qu'il y a différentes stratégies. La stratégie de co-investissement, là, on travaille sur du temps long. Donc, d'un côté, avec Sigom, je trouve qu'on travaille quand même avec du temps court, et qui est assez rassurant, court et défensif. Et avec Pictet, on travaille dans un temps long qui est
qui est pas sensible en fait aux fluctuations du marché. Et moi, est-ce que je peux dire ça à votre avis, messieurs, comme conclusion que bon, Pictet va se nourrir de la volatilité. Je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Geoffrey. Pardon, excusez-moi, Cigogne se nourrit de la volatilité quand Yann, à travers la société que vous représentez, Pictet, va essayer de la fuir. Je dirais pas qu'on la fuit, je dirais que la volatilité est moins présente parce qu'elle n'est pas calculée dans le private equity. C'est aussi le grand avantage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne valorise pas les actifs tous les jours, voire toutes les minutes, la volatilité est un petit peu plus lissée et on accepte cette prise de risque qui n'est pas forcément calculée tous les jours. Donc c'est vrai que c'est une manière un petit peu différente d'aborder les marchés financiers, mais ce qui est certain, c'est qu'on participe beaucoup plus activement aux histoires d'entreprise, qu'on a cette prise directe avec les managements et que la performance historique de l'environnement non coté est meilleure que celle du coté. Maintenant, attention au TRI passé, attention aux performances qui ont été générées par le passé. Ce sera difficile de reproduire exactement les mêmes TRI dans le sens où les rattrapages de multiples de valorisation ne seront certainement pas les mêmes et qu'il faudra véritablement créer de la valeur dans un environnement où l'économie mondiale a plutôt tendance à ralentir. Donc c'est un environnement en tout cas qui devient très complémentaire à la gestion cotée, qu'il faudra juxtaposer aux actifs cotés et aux fonds qu'on a plutôt l'habitude de travailler. Et il y a un petit retard aujourd'hui des investisseurs français et européens par rapport à leurs semblables américains et qu'il faudra certainement combler dans les années à venir. Geoffrey, un dernier point à rajouter avant que je demande à Pascal s'il y a eu des questions. Non, bah, simplement pour indiquer que, voilà, peut-être pour répondre au précepte juste précédent, c'est que bah, effectivement, nous, la volatilité, on en espère, et effectivement, on sera là pour la travailler. Ça ne veut pas dire qu'en instantané, quand il y en a, on ne peut pas avoir tendance à un petit peu souffrir. Il peut y avoir des effets mark-to-market, mais néanmoins, c'est là qu'on embarque les meilleures performances futures. Donc, je dirais que c'est vraiment dans cette thématique-là qu'on va être amené à travailler avec une grande agilité, un grand dynamisme dans l'approche des stratégies, et vraiment je dirais presque tout est résumé dans ce nom de Credit Opportunities. On peut le traduire en Credit Opportunité pour nos amis français. Il n'y a pas de souci sur le sujet. Pascal, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, alors, j'en vois quelques-unes, mais avant ça, vous m'aviez posé une petite question sur la façon. Pour accéder, parce que voilà, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, donc voilà, je pense que vous voyez, je me suis positionné sur la plateforme. Je pense que vous la voyez. On la voit, oui. Vous la voyez. Donc, vous avez une petite rubrique qui s'appelle le concierge, là, où il suffit, comme quand vous allez tous dans des grands hôtels, vous avez la possibilité de voir ce concierge. Il suffit effectivement d'aller dessus. Et puis, ce qu'on va faire, par exemple, on va demander les produits de private equity pour voir si les types de produits que l'on a. Et puis, effectivement, on va tomber sur le fonds de Pictet avec un petit résumé très rapidement sur le produit. Si on va aller plus loin et qu'on va aller découvrir au-delà de ce format produit, on a tout le stand de Pictet qui est présent avec effectivement toute l'offre et les produits qui apparaissent et le produit Pictet dans la gamme thématique. À l'identique. Pascal, avant que tu regardes effectivement avec Cigogne et la française, moi je trouve ce qui est intéressant là pour les auditeurs, c'est que en un quart d'heure, 20 minutes régulièrement, je trouve ce qui est intéressant, c'est en allant se balader sur ce salon virtuel, on peut aller chercher en un point fixe toutes les informations dont on a besoin. Je me souviens, lors de la dissolution de juin, j'avais besoin d'idées. En une demi-heure, je suis allé me balader sur les différents stands et ça m'a permis en fait de m'enrichir, tout comme la semaine dernière.
Il y a, je crois, il y a combien, 19 stands Oui, on a eu 19 stands, plus le stand de l'Anacofi aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'éléments informatifs, plus celui d'options de fund, qui nous donne un lien quotidien sur l'actualité économique et boursière que vous avez tous les jeudis. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on on a un lieu unique, on arrive à collecter rapidement de l'information. La semaine dernière, c'était effectivement l'élection américaine. Et dans ce site-là, ça nous permettait de voir les différentes stratégies qu'il pouvait y avoir, pour mieux comprendre l'actualité. Je vous ai interrompu, Pascal, donc un mot sur le stand de la Française. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc là vous avez Romain qui est présent sur le stand. Il n'y a pas ses lunettes, mais il est moins bronzé, je trouve. Il est moins bronzé. Il est moins bronzé, oui. Mais effectivement, lorsque vous cliquez directement sur le kakémono dédié aux produits, vous allez retrouver l'ensemble des produits de la Française qui sont présentés, en tout cas ceux qui ont été sélectionnés à destination des conseillers. Et puis, vous avez le produit de cigogne qui est présent. Et lorsque vous voulez, vous avez la possibilité d'écouter un petit podcast de Geoffrey. Magnifique. Et puis, effectivement, ensuite d'aller un peu plus loin pour reprendre un certain nombre d'informations directement sur le fond. Voilà. Donc, tout ça, c'est disponible très rapidement, comme vous le voyez, et ça vous permet d'avoir une vision très rapide, soit en sélectionnant, soit en vous baladant sur l'ensemble des produits. Alors, je reviens à votre question préalable sur les questions qui étaient lancées dans la salle. Alors, il y en a plusieurs types. D'abord, il y en a quelques-unes pour Yann qui tournent autour sur la souscription du produit. Et surtout, si on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la loi Industrie verte et de savoir si le produit était compatible, éligible avec aujourd'hui cet enjeu de la loi Industrie verte et comment on pouvait souscrire au produit. Alors, comment souscrire au produit via la plateforme Private Corner. En créant son profil sur la plateforme Private Corner, il faut demander expressément à ce que le fonds piqueté soit visible, soit rendu visible sur la plateforme. Et ensuite, il y a un canal de souscription qui est unique, soit pour investir directement en direct dans le feeder, soit au travers des contrats d'assurance vie luxembourgeois, puisqu'effectivement, le fonds ne sera pas référençable sur les contrats d'assurance vie français. Concernant la loi Industrie verte, alors c'est un programme qui est franco-français, étant donné que nous avons une stratégie internationale et qui sera déployée un petit peu partout dans le monde, à la fois en termes de vente, mais aussi en termes d'investissement. Le fonds, malheureusement, n'est pas éligible à la loi Industrie verte. Ouais, ce qui reste curieux, compte tenu du fait que c'est un LTIF, et qu'il n'y a que les LTIF français, même si c'est comme si on ne mettait que des UCITS français, quoi. Donc c'est un peu curieux. Mais bon, ouais. Merci Yann. Et puis l'autre typologie de questions qui tourne autour de cigogne cette fois-ci, c'est sur le risque d'illiquidité ou de liquidité, hein, peu importe comment on prend, puisque sur ce type de produit, on a toujours cette inquiétude, en tout cas cette crainte côté conseiller, et donc on nous questionne un petit peu sur ce point. Est-ce que, Geoffrey, vous pouvez apporter des éléments de réponse ? Alors oui, il y a plusieurs manières de répondre. Il y a déjà le côté sélection des actifs qui vont composer le portefeuille, où on va s'obliger à avoir une certaine qualité qui permet, je dirais, d'encadrer cette notion de liquidité, parce qu'on le sait, quand on investit sur le segment des convertibles, on peut se heurter à des produits qui sont un petit peu moins liquides dans des périodes de stress. Donc ça, c'est une des premières réponses. La deuxième, c'est également l'utilisation de produits dérivés qui, en revanche, eux, sont extrêmement liquides, qui sont négociables sur des plateformes et qui peuvent être liquidés et gérés presque dans la seconde. Et puis la troisième, que moi je mets beaucoup en avant, c'est notre appartenance à un grand groupe financier. Je ne sais pas si le terme hedge fund est toujours encore trop d'actualité, on n'ose plus trop l'utiliser, mais nous on est un petit peu un hedge fund, mais un hedge fund qui appartient au Crédit Mutuel. Alors outre les notions de réputation, de sérieux qui peuvent être attachées à notre groupe, il y a aussi toute une infrastructure, c'est-à-dire que aujourd'hui bénéficier de conditions de refinancement, de conditions d'apport de liquidité qui sont celles du groupe, c'est un avantage comparatif par rapport à d'autres sociétés de gestion qui est non négligeable. Et ça fait effectivement partie des choses que l'on met en avant. D'autres questions, Pascal ?
Non, moi j'ai essayé de synthétiser l'ensemble des questions qui tournaient autour de ces différents types de thèmes. Bon, en termes de timing, on est pas mal. Hein. On a débordé toujours de très 5 bien. minutes. Ouais, de 5 minutes. De 5 minutes. En tout cas, merci pour votre éclairage, d'actualité. Est-ce que j'ai le droit de refaire une mini conclusion pour refixer mes idées, Pascal? Allez. Vous avez tous les droits, Cédric. Vous avez tous les droits. Bon, allez. Donc, ce que je retiens, temps court. On va travailler plutôt dans le temps court de défensif avec Cigogne et on va continuer à surfer la vague de l'obligataire que dont Romain nous a parlé depuis de nombreuses années. Voilà, donc, et comme Romain, est adepte des sports de glisse, c'est parfaitement d'actualité. Il ne faut pas changer de vague non plus, hein, mais... mais vous tenez encore debout, donc ça c'est super. Ah, faut surfer, là, on est... Faut surfer. Et je trouve que c'est malin. Je trouve que c'est malin de proposer ça aujourd'hui. Quant à Yann, à travers l'offre Pictet, bon, ça nous permet à nous, ces gestionnaires de patrimoine, d'offrir à nos clients une belle signature en private equity. Vous êtes reconnu en plus un private equity thématique. Et on coche les deux cases où vous êtes bon. Et là, on va travailler plus sur du temps long et sur une notion de non-coté qui doit être moins possible à la volatilité court-termiste des marchés financiers. Exactement. Pascal, est-ce que c'est bon là-dessus? Oui, et je rajouterais cette partie profondeur de marché qui est quand même un gros plus lorsqu'on travaille sur du thématique et notamment sur des thématiques environnement. Ce que soulignait Yann, je pense que c'est un point très, très intéressant. Puisque souvent, lorsqu'on travaille sur du thématique coté, on n'a pas cette capacité à aller chercher toutes les pépites. Et là, on peut le faire avec du non-coté. Et donc, on répond à la fois à la préférence ESG de certains clients et en même temps sur du temps long. D'autant plus que c'est vrai que je pense dans le programme américain, c'est pas un fonds américain, on s'en fout, mais il y aura probablement une partie importante des actifs ou des sociétés qui seront aux États-Unis. Oui, la stratégie, je pense, de valeur moyenne américaine, elle va retrouver tout son intérêt compte tenu, je dirais, de cette volonté de protectionnisme qu'il va y avoir probablement par le nouvel gouvernement. Donc, le fait de pouvoir investir directement dans ces sociétés, source de performance future parce que source de nouvelles technologies, d'opportunités, c'est intéressant en France. Et c'est un moyen comme un autre de pouvoir rentrer sur ce marché-là qu'on connaît peu, en fait. Voilà, ouais. Moi, j'ai tout dit, hein, Pascal. Okay. Bah oui, on peut se dire au revoir, alors. Bon, messieurs, à très bientôt. Et puis, je vous enjoins bien évidemment à retourner sur le site Patrimeta pour approfondir votre réflexion et aussi, et si vous avez envie de compléter, je dirais, votre vision par rapport à ce que peuvent proposer aussi d'autres stands, il faut y aller. C'est facile d'accès et c'est enrichissant. À très bientôt. À très bientôt. Merci à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Prochaine conférence.